Bonjour, je suis ravi de participer à ce congrès de la Société tunisienne de cardiologie en 2020. Malheureusement, je ne peux pas être sur place, mais j'espère que ça sera le cas l'année prochaine. Donc le sujet, c'est la lithotripsie percutanée, euh, avantages ou association au rotablator. Je pense qu'il est important de savoir que plus il y a de calcification et plus il y a de risques pour le patient. Ça, c'était donné de l'étude Horizon et Acuity qui montre quand il y a beaucoup de calcification en rouge, il y a plus de décès, notamment cardiaques, plus d'infarctus, plus de réintervention et donc plus d'événements cardiaques majeurs. Et c'est vrai aussi lorsque le niveau de calcification est intermédiaire. Donc il faut parfaitement évaluer la présence des calcifications de la coronarographie. Alors bien sûr, lorsqu'il y a des calcifications, il y a plus de risques parce que le franchissement de la lésion est plus difficile, voire plus complexe, la prédilatation est plus difficile, le stenting est plus problématique, il faut descendre le stent, la délivrabilité, bien sûr, est un problème, il y a même un risque de perte de stent éventuellement à cause de ces calcifications, un risque de mal déploiement, de mal expansion du stent, risque d'abîmer le polymère et donc de générer de la rosténose relativement précoce. Et même si on est amené à post-dilater à haute pression, des risques de perforation. Bien sûr, risque de thrombose et de rosténose si le stent est mal déployé. Alors pourquoi l'expansion du stent est si importante? Il y a forcément, lorsque le stent est bien déployé, une meilleure rhéologie, une meilleure répartition de la drogue anti-rosténose, et ça aussi c'est très important pour réduire le risque de rosténose, moins de risque de thrombose, et donc moins de risque de réintervention pour le patient. Alors comment gérer les lésions calcifiées? Eh bien la première chose, c'est de les identifier, et donc bien évaluer le vaisseau, la lésion, la présence de calcification, la présence de tortuosité du vaisseau qui peuvent compliquer les choses, le diamètre de l'artère, mais aussi la longueur, l'épaisseur, le caractère circonférentiel des calcifications, qui bien entendu jouent un rôle important sur les difficultés techniques, les difficultés d'expansion du stent. Bien sûr, il va falloir bien préparer la lésion et vous connaissez donc les ballons non compliants qui sont extrêmement utiles. Le ballon OPNNC, je ne sais pas s'il est disponible en Tunisie, mais c'est un ballon extrêmement utile qui peut monter jusqu'à 50 atmosphères et donc régler un certain nombre de problèmes de mal-expansion des lésions, voire mal-expansion des stents. Le cutting balloon que vous connaissez et qui finalement est aujourd'hui de moins en moins utilisé. Le rotablateur, bien entendu, qui est très utile. Et le shockwave qui est plus nouveau maintenant. Et donc, on va essayer de voir comment placer ces différents outils dans la stratégie thérapeutique. Il faut aussi vérifier la bonne expansion et la position du stent. Et là, les outils comme le stent boost, le stent vis sont extrêmement utiles. Bien entendu, l'imagerie intercoronaire rend beaucoup de services, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et avoir toujours dans l'esprit que le temps est notre ami. Donc, lorsqu'on fait des longues inflations, on a toujours une meilleure expansion du stent. Et puis, bien sûr, il va falloir optimiser si besoin. Donc, le ballon non compliant, le ballon OPNNC peuvent être extrêmement utiles. Et il ne faut pas oublier il faut éviter d'augmenter les tailles de ballon en pensant qu'on va peut-être avoir une meilleure expansion. Il faut mieux diminuer la taille d'une demi-taille, voire d'une taille, pour pouvoir monter à très haute pression, notamment avec le ballon OPN-NC, jusqu'à 50 atmosphères. Alors la question qui m'est posée finalement, c'est Rota, Shockwave ou les deux, et je vais essayer d'y répondre. Bien entendu, ce n'est pas simple. Donc voici l'histoire d'un patient, vous voyez, qui a 75 ans, un angor invalidant, il est tabagique, hypertendu, et vous voyez d'emblée que ses artères sont calcifiées, le tronc commun, un nodule calcaire au niveau de la circonflexe et une lésion longue de l'IVA qui est également calcifiée. Donc, c'est des cas où je pense que le rotablateur d'emblée est une bonne approche parce que ça va faciliter toute la procédure. Et donc, on a mis un guide de rotablateur en place.
on va faire du rotablateur sur cette lésion de l'IVA. Vous voyez que il y a beaucoup de friction. Finalement, le rotablateur va franchir la partie distale de la lésion. Donc ici, on a utilisé une fraise de 1,25. Voilà, là, on a franchi la lésion. Ensuite, on a décidé de faire du rotablateur également sur ce nodule calcaire de la circonflexe, de façon à faciliter la dilatation, le passage du stent, etc. Et puis, au final, eh bien, vous voyez, après prédilatation, on déploie le stent. Vous voyez qu'on a un bon déploiement du stent tout du long, sauf dans la partie toute proximale. Voilà le shockwave qui monte, donc ce stent bien déployé, sauf la partie toute proximale. Vous voyez une très mauvaise expansion du stent à ce niveau. Et donc là, on va se contenter d'utiliser un ballon non compliant à haute pression pour corriger le problème. Donc là, on n'a pas eu besoin de l'OPN-NC, mais un simple ballon non compliant à 24 atmosphères. Voici le résultat final sur l'IVA, qui est tout à fait satisfaisant. Et ensuite, on a traité la lésion circonflexe avec mise en place d'un stent du tronc vers la circonflexe, puis un POT, puis un kissing. Et vous voyez un résultat très satisfaisant sur les deux lésions. On voit d'ailleurs, vous voyez toutes ces calcifications coronaires sur cette vue spider. Voici un deuxième exemple qui est, je pense, très intéressant. Donc, patient de 71 ans, tabagique, dyslipidémique, qui a fait un syndrome coronarien aigu. Et vous voyez d'emblée qu'il y a des calcifications sur la valve aortique, des calcifications sur l'anneau mitral et des calcifications coronaires, mais qui ne sont pas finalement très, très importantes. Donc, on peut supposer que chez ce patient, peut y avoir des problèmes et vous allez voir ce qui se passe. Donc, en fait, on part avec un ballon non compliant à basse pression qui paraît satisfaisant pour traiter cette lésion d'IVA moyenne en protégeant la diagonale. On a l'impression que le ballon est bien ouvert à 28 atmosphères, donc on est quand même monté à très haute pression. On prend un cutting balloon de 2,5, on monte à 18 atmosphères et vous voyez que le cutting n'est pas ouvert complètement. Et donc finalement, on va se replier sur la stratégie rotablateur sur cette lésion avec une fraise de 1,25. Donc, qui, vous voyez, finalement est passé assez facilement. Donc, c'est plutôt une lésion fibreuse. Et on utilise ensuite un ballon non compliant de 2,5. Et vous voyez qu'encore une fois, malgré une relativement haute pression, le ballon n'est pas complètement ouvert. Là, il a été décidé de déployer le stent quand même, et je pense que c'était une erreur. Vous voyez que le stent est bien ouvert dans sa partie distale, mais pas en proximale, malgré une pression élevée à 22 atmosphères. Et donc finalement, on a dû utiliser un ballon OPN-NC sur ce cas-là. Et vous voyez qu'à 40 atmosphères, on a toujours une empreinte sur le stent. Et donc finalement, on monte progressivement jusqu'à 42. Et vous voyez qu'à 42 atmosphères, le ballon est parfaitement déployé et donc le stent est parfaitement déployé. Donc voilà le résultat final qui est extrêmement satisfaisant avec un stent parfaitement déployé. Donc vous voyez qu'il a fallu utiliser une combinaison de différents outils pour arriver à traiter cette lésion qui paraissait assez peu calcifiée. Il a fallu monter à 42 atmosphères avec le ballon OPN-NC. Le dernier exemple, une femme de 84 ans qui vient pour un bilan de rétrécissement aortique serré, pour un TAVI, et vous voyez que sur le bilan, on découvre cette lésion subocclusive de la coronaire droite, très calcifiée, avec une espèce de massif calcaire très important dans la partie basse de la coronaire droite. Donc ce cas-là est un peu particulier parce que la patiente est fragile. On n'a pas envie d'avoir un slow flow ou un nourri-flow sur une patiente qui a un rétrécissement aortique serré. Et c'est vrai que un des intérêts du shockwave, eh bien, c'est de pouvoir faire craquer le calcium sans créer le risque de slow flow ou nourri-flow, comme on peut le voir
avec le rotablateur. Vous voyez ici, on active un shockwave dans un banc d'essai. Vous voyez que les pulses d'échographie sont capables de casser le calcium. Donc le shockwave marche de cette façon-là, en envoyant un pulse toutes les secondes. Donc il y a 8 pulses, 10 pulses de 1 seconde qui sont réalisés. Vous voyez qu'on a complètement cassé le calcium. Vous voyez que si on continue à envoyer, vous voyez l'effet en fait du shockwave qui est de créer vraiment une vague. Vous voyez, on le voit à l'intérieur du sérum physiologique, une vague qui va casser le calcium. On a maintenant pas mal de données et pendant le TCT, qui est en ce moment, en fait, vont être présentés les résultats de Disrupt CAD3, qui est une large étude qui devrait confirmer les résultats de l'étude CAD1 et CAD2. On a eu la chance à Massy de participer à CAD2 et 3, et c'est vrai qu'on a maintenant une bonne expérience du shockwave sur les lésions calcifiées. Cette patiente était le troisième cas de shockwave que l'on a réalisé il y a 3 ans maintenant. Donc vous voyez ici, on part avec une JR parce qu'on n'était pas confortable avec un cathéter en place. Vous voyez que le guide en place, on a quasiment une occlusion de cette coronaire droite. Et finalement, donc on va prendre un petit ballon de 1,5 juste pour faire un passage pour le shockwave, qu'on va monter à 18 atmosphères. Voilà l'aspect de la coronaire droite après cette prédilatation qui est un petit peu plus engageant. Et puis ensuite, on va amener ce ballon shockwave qui est bien entendu pas un ballon avec un super profil. Et vous voyez que ce ballon, malgré un support pas très bon, est quand même capable d'aller sur cet ostium de la coronaire droite. Donc c'est un ballon de 3,0 qu'on a utilisé. Et donc on va faire différentes séries de shockwave. Vous voyez ici, on est à notre 8e série de 10 pulses à 4 atmosphères avec le ballon de 3,0. Et puis finalement, on se rend compte que l'artère coronaire est beaucoup plus grosse que ce qu'on pensait. Et on va utiliser un ballon de 3,75 avec 5 séries de 10 pulses à 4 atmosphères. Et là, vous voyez qu'on a fait lâcher complètement la lésion au ballon. Voilà le résultat angiographique avant le stent. Donc, vous voyez que cette coronaire droite, finalement, elle est proche de 4 mm de diamètre, qu'on a complètement levé l'empreinte. Bien sûr, il reste du résiduel. Et donc, on va mettre un stent en prenant une incidence latérale pour bien se positionner, pour être sûr qu'on va couvrir l'ostium. On déploie le stent. Vous voyez que le stent est bien déployé avec une toute petite empreinte centrale. Et voilà le résultat final qui, vous voyez, est vraiment extrêmement satisfaisant vu la situation. Et bien entendu, la tolérance chez cette patiente porteuse d'un RAC serré a été excellente puisqu'il n'y a pas eu de problème de slow flow, de no reflow, etc. Donc là, sur un cas comme celui-là, le shockwave était, je pense, la meilleure alternative qu'on pouvait envisager. Voilà la post-dilatation avec, à haute pression et le résultat final, voilà, qui est vraiment très bien. Donc ma conclusion, eh bien, c'est qu'il faut toujours bien évaluer la lésion et partir avec un bon support lorsqu'on fait une angioplastie et bien évaluer les calcifications, les tortuosités, quelles vont être les difficultés pour traiter cette lésion et amener un stent sur la lésion. Toujours bien préparer la lésion calcifiée, donc on a les outils pour ça. Si on pense au rotablateur, eh bien, il faut faire du rotablateur parce qu'on regrette toujours de ne pas l'avoir fait lorsqu'on y a pensé. S'il persiste une empreinte sur le ballon et qu'on est parti au ballon, eh bien, ne pas hésiter à passer au ballon NC, voire au PNNC, qui monte jusqu'à 50 atmosphères. Et si le ballon n'est pas ouvert à des pressions acceptables, autour de 20-24 atmosphères, eh bien, il ne faut pas hésiter à switcher pour le rota ou le shockwave. Il faut bien sûr toujours mettre en balance les bénéfices et les risques. Le rotablateur, comme vous le savez, il y a une courbe d'apprentissage, il y a le risque de slow flow, no reflow, mais le rotablateur est extrêmement utile, notamment lorsqu'on a des lésions longues ou la lésion pour laquelle on doit mettre un stent est distale et on doit franchir des tortuosités calcifiées. Et puis le shockwave, bah, lui, il est très intuitif, ça marche très bien, mais bien sûr, son profil est très moyen lorsqu'on doit accéder des petits vaisseaux ou des vaisseaux plus gros, mais à travers des lésions calcifiées. Eh bien, le shockwave ne va pas
rejoindre la lésion. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravi d'avoir participé à ce congrès, non présentiel.